National Rifle Association has produced a film which you are sure to find of great interest. Let's look at it. C'était le matin du 20 avril 1999. Un matin comme les autres aux États-Unis d'Amérique. L'agriculteur allait au champ. Le laitier faisait sa livraison. Le président bombardait un pays dont personne ne savait prononcer le nom. À Fargo, dans le Dakota du Nord, Kerry McWilliams sortait faire sa promenade matinale. Tandis que dans le Michigan, Madame Hughes accueillait ses élèves en classe. Et dans une petite ville du Colorado, deux jeunes garçons allaient jouer au bowling à 6 heures du matin. Oui, c'était une journée ordinaire aux États-Unis d'Amérique. Je peux vous aider? Oui, je voudrais ouvrir un compte. Quel genre de compte? Je veux ouvrir le compte qui donne droit à un fusil gratuit. Dans un journal local du Michigan, j'avais repéré une publicité affirmant que pour l'ouverture d'un compte à la North Country Bank, la banque vous offrait un fusil. Vous ouvrez le compte et le fusil est à vous. Nous avons un catalogue que vous pouvez feuilleter. On fait quelques vérifications et le fusil est à vous. C'est ce compte-là, oui, que je veux. Nous avons une chambre forte où nous entreposons au moins 500 armes à feu. Vous en avez 500 là dans votre chambre forte? Dans notre chambre forte. On doit faire des vérifications. Ici, dans la banque? À la banque, on a une licence d'armurier. Ah bon, vous faites banque et armurerie. Je mets quoi, la race blanc, caucasien? Caucasien. Je sais jamais comment ça s'écrit. Caucasien. Comme ça, oui? Je crois pas que ce soit ça le plus important. Avez-vous été déclaré mentalement déficient ou avez-vous été interné en institut psychiatrique? Non, j'ai jamais été interné. Mais ça veut dire quoi, jugé mentalement déficient? Si vous avez commis un délit. Un délit? Ah, ok. D'accord, alors si je suis un déficient mental sans histoire, ça va. Tenez. Merci beaucoup. J'ai la même. Ah, c'est une belle arme. Elle est très fiable. Génial. J'ai une question. C'est pas dangereux de distribuer des armes dans une banque? Makes lots of battle sounds. Just press the trigger and listen. This sounds like a gun battle over there. Hey, is it real? Looks like real. Hey, it sounds like real. Right. The Sound of Power, Military and Western Rifles by Marks. Ça, c'est ma première arme à feu. J'avais qu'une hâte, c'était d'aller canarder tout le quartier. C'était le bon temps. I was born in Michigan, and I wish again that I was back in the town where I was born. Adolescent, j'étais si bon tireur que j'ai gagné un prix de tir de la National Rifle Association. J'ai grandi dans le Michigan, le paradis des amoureux des armes. Tout comme cet homme, le célèbre acteur et président de la National Rifle Association, Monsieur Charlton Heston. On vient d'un État où tout le monde adore la chasse. Même les chiens. Deux chasseurs dans un campement ont voulu photographier le chien déguisé en chasseur, juste comme ça, pour s'amuser. L'un d'eux a eu l'idée de lui mettre une carabine sur le dos pour faire une meilleure photo. La victime était à genoux devant le chien quand l'arme a glissé. Une balle est entrée par le tibia de la victime et est ressortie par le mollet. Le chien, il a été placé en garde à vue? Non, pas du tout. Non.
Dans le Michigan, la loi dit simplement que les gens peuvent commettre des crimes, mais pas les animaux. Et ce, d'aucune manière. Un animal ne peut pas être accusé d'un crime dans cet état. Exactement. Vous pensez que le chien savait ce qu'il faisait? Ça, je n'en sais rien. Je serais incapable de vous dire. Le chien était mignon déguisé en chasseur, c'est certain. Je veux dire, ça a fait une photo rigolote à regarder. C'était plutôt sympa. Ouais. C'est de là que je viens. Une boîte de 270. Parfait. Sorry about that. Sorry, didn't discharge. You don't need no gun control. You know what you need? We need some bullet control. We need to control the bullets. That's right. I think all bullets should cost $5,000. $5,000 for a bullet. You know why? Because if a bullet costs $5,000, there'll be no more innocent bystanders. Yeah, every time somebody gets shot, you be like, "Damn, he must have did something." Shit, they put $50,000 worth of bullets in his ass. And people will think before they kill somebody if a bullet costs $5,000. Man, I would blow your fucking head off if I could afford it. I'm gonna give me another job, I'm gonna start saving some money, and you a dead man. You better hope I can't get no bullets on layaway. Tout près de l'endroit où Charlton Heston et moi on a grandi, se trouve le site d'entraînement de la milice du Michigan. Pourquoi des quilles? Pour me défendre. D'un point de vue technique, c'est une petite cible qui représente bien les points vitaux sur un corps humain. Si jamais on devait tirer sur quelqu'un. La milice du Michigan acquit une notoriété mondiale lorsque le 19 avril 1995, deux types qui avaient assisté à des réunions de la milice, Timothy McVeigh et Terry Nichols, firent sauter l'immeuble fédéral d'Oklahoma City, faisant 168 victimes. La milice voulait que tout le monde sache qu'elle n'avait rien de commun avec McVeigh et Nichols. C'est une tradition américaine d'être armé, une responsabilité. Un homme sans armes n'est pas responsable. Qui va défendre nos enfants? Les flics? Le gouvernement fédéral? Non, sûrement pas. Il faut se défendre et défendre les siens. Celui qui ne le fait pas manque à son devoir d'Américain. C'est tout. On veut juste que les gens sachent qu'on est là pour les aider. On n'est pas des pères fouettards comme le disent certains. On est là pour aider et protéger les gens de ce pays. Je suis sûr que les gens rêvent de vous avoir comme voisin. S'ils ont besoin d'aide, vous êtes prêts d'être là. Absolument, et on est des gens normaux, on travaille, on a nos métiers. Et on fait ça sur notre temps libre. Quel est votre métier? Je suis dessinateur. Et vous? Sans emploi. Et vous, Franck? Je suis routier pour une société de chauffage. Et vous? Négociateur en immobilier. Négociateur en immobilier? Col blanc sur toute la ligne. Vous n'allez pas négocier avec ça, j'espère. Vous habitez où? À Westland. Et vous avez quoi chez vous? Un Smith & Wesson 9 mm, pointe creuse. Et vous? Un calibre 12. Chez vous? Et vous? Un M16. Oui. Chargé. Je suis pas d'accord, on doit faire attention avec nos armes. Tu l'as bridé? T'inquiète pas, je sais m'en servir. Qui a eu l'idée du calendrier? Je pense que c'est Kristen. Une photo, c'est mieux que 1000 discours. Ça montre une sophistication inattendue de la milice. Vous savez, on est humains, nous aussi. Et on aime rire. C'était pour une collecte de fonds et on a prouvé qu'on se prenait pas au sérieux. On n'est pas comme ces dingos de conspirateurs qui se planquent. C'était marrant de faire cette collecte. J'ai possédé des armes dès que j'ai été assez grande pour en avoir. J'ai appris à m'en servir. D'abord parce qu'en tant que femme, c'était important pour moi de me protéger le mieux possible. Entre autres en ayant une arme. Quand un cambrioleur entre chez vous, qui appelez-vous? Les gens appellent la police parce qu'elle est armée. Supprimez les intermédiaires. Défendez votre famille vous-même. Si vous ne protégez pas votre famille, qui le fera?
On n'est pas des racistes, on n'est pas des extrémistes, on n'est pas des intégristes. On n'est ni des terroristes ni des agitateurs. On est des citoyens. On est des citoyens vigilants, on assume nos responsabilités et nos devoirs en tant qu'Américains. Et pour faire ça, on doit être armé. Vous cultivez quoi? En ce moment, je fais du tofu là-bas, des pousses de soja. Ah, vous cultivez le tofu? Je suis cultivateur. Je cultive des denrées alimentaires. Pas d'herbicides, pas de pesticides là-dessus. 100% naturel. Garantie bio. Oui, c'est plus sain. C'est James Nichols, le frère de Terry Nichols. James a eu son bac la même année que moi dans un lycée voisin du mien. Dans cette ferme de Decker, dans le Michigan, McVeigh et les Nichols s'entraînaient à fabriquer des bombes avant Oklahoma City. Terry et James furent arrêtés après l'attentat. Le procureur fédéral a établi un lien entre les frères Nichols et le suspect Timothy McVeigh. Le procureur a inculpé James, qui était à l'audience, et Terry, absent à l'audience, de fabrication et détention de bombes. Terry Nichols fut condamné à la perpétuité. Timothy McVeigh fut exécuté. Faute de preuves suffisantes contre James, les poursuites furent abandonnées. Je suis content d'être libre et de pouvoir reprendre ma vie. Timothy McVeigh a séjourné ici? Plusieurs fois. Son plus long séjour était de 3 mois. Il était sympa. C'était un type bien. Le FBI n'a rien trouvé dans votre ferme? Du matériel pour faire des bombes? Des explosifs? J'avais des détonateurs, de la dynamite, de la poudre noire pour les canons de fusil, du gazole, des engrais, rien que du matériel agricole. Cela n'avait absolument aucun rapport avec l'attentat d'Oklahoma City. Ces gens-là, les représentants de la loi, si on veut les appeler comme ça, ils étaient là, à trembler comme des feuilles. Ils tremblaient littéralement, ils les avaient à zéro. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'un carnage, d'un nouveau Waco. Tout ça parce que des gens, à savoir mon ex-femme et quelques autres, ont prétendu que j'étais un radical, un sauvage, avec un flingue sous chaque bras, le long de chaque jambe, dans les chaussures, dans toute la maison. Une petite remarque et je vous bute. Si les gens réalisent à quel point ils ont été dépouillés et asservis dans ce pays par le gouvernement, par les autorités, ils se révolteront avec colère, une colère impitoyable. Le sang coulera dans les rues. Si le gouvernement devient tyrannique, c'est votre devoir de le renverser. Faites comme Gandhi. Il n'était pas armé et il a vaincu l'Empire britannique. Je connais pas. Oscoda a la sale manie de fabriquer des psychopathes. Lui, c'est Brent. Mais lui, c'est son pote DJ. Ils vivent à Oscoda, dans le Michigan, pas très loin de la ferme des Nichols. Eric Harris, l'auteur de La tuerie au lycée Columbine, dans le Colorado, y a vécu une partie de son enfance. Eric vivait sur la base aérienne d'Oscoda, où son père était pilote pendant la guerre du Golfe. 20% des bombes larguées durant ce conflit l'ont été par des avions basés à Oscoda. J'ai demandé à Brent s'il se souvenait d'Eric. J'en avais entendu parler, il était parti avant que j'arrive. Je ne vis ici que depuis 7 ans. Vous avez dû avoir les mêmes copains de classe? Oui, un de mes amis le connaît, il était en classe avec lui. Il a toujours vécu ici. J'allais à l'école avec lui et ça m'a fait un choc de l'apprendre aux infos. Vous voyez quoi, qu'un mec d'ici puisse faire un truc pareil. Je ne suis pas resté très longtemps au lycée, j'ai été viré, j'ai été expulsé. Pourquoi? J'ai eu une embrouille avec un mec et j'ai sorti une arme, j'ai sorti mon flingue. Oui. Quel genre d'arme? Un 9 mm. J'aurais pu faire un carnage. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire. Tu aurais pu faire comme Harris. Oui, j'aurais pu. Ils t'ont viré? Oui, ils m'ont viré pour 380 jours ou 165 jours. Enfin, une année scolaire. Il se trouve que depuis longtemps, j'avais prévu de m'installer dans le Colorado. Parce que j'ai de la famille là-bas. Comme a fait exprès un de mes oncles est gardien au lycée Columbine. Ouais. Après la tuerie de Columbine, c'était comment ici? Mon nom arrivait en second sur la liste noire à cause de ma réputation dans cette ville. Pourquoi tu veux dire qu'il y avait une liste de lycéens susceptibles de poser des bombes? De suspects.
Et tu étais deuxième. Ouais. Oui. J'étais le deuxième ou troisième de la liste, ouais. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que, comme je dis, c'est juste que cette ville est déprimante. Oui, mais pourquoi toi? Parce que j'étais un gamin à problème. Au lycée? Oh oui. Pourquoi ils t'ont mis en deuxième sur une liste de lycéens constituant une menace? Il y a sûrement une raison. D'accord. Bon, le truc, c'est que j'ai ce bouquin, Les recettes de cuisine anarchistes. Il vous apprend à fabriquer des bombes et ce genre de trucs. S'il y a le moindre problème, alors c'est moi qui viendront voir en premier, et ça, j'en ai pas besoin. C'était la seule raison? Oui. T'as jamais fabriqué de bombes? Non. Ah si, en fait, j'en ai fabriqué. Rien de grand, vraiment un petit truc. Peut-être de la taille d'une balle de tennis ou quelque chose comme ça. Le dernier truc que j'ai fait avec ce bouquin, je crois que c'est un bidon de 20 litres de napalm. Vous voyez quoi, du napalm maison. Tes copains étaient au courant? Ouais. T'étais donc deuxième sur leur liste. Exact. Mais qui était le premier? Je sais pas, ils ne m'ont jamais dit son nom. Ça m'a un peu énervé. De pas être le premier. Parce que j'étais pas numéro 1. Je sais que ça a l'air un peu bête, mais vous savez, je pense que ça aurait flatté mon ego d'arriver numéro 1 dans quelque chose à Oscoda. Même d'être sur la liste noire. Est-ce que vous approuvez l'attentat d'Oklahoma City? Je ne vous accuse pas. Pourquoi on l'a fait sauter? C'est une bonne question. Pourquoi on a fait sauter cet immeuble? Et qui l'a fait sauter? Mais de toute façon, c'est mal. C'était mal d'ôter la vie à ces gens. Oui. J'utilise la plume. La plume est plus puissante que le glaive. Il faut toujours garder un glaive à portée de main, au cas où la plume échouerait. Je dors avec un 44 Magnum sous mon oreiller. Arrêtez. Tout le monde dit ça. C'est vrai? C'est vrai. Tout le monde le sait. Si on y va, on verra un 44 Magnum sous votre oreiller? C'est sérieux? Vous voulez bien nous y emmener? Il me fit entrer dans sa chambre, mais sans le caméraman. Il y avait bien un 44 Magnum sous son oreiller. Oui, c'est vrai. Il est chargé? Oui. D'accord, je vous crois. Ne faites pas ça. Je sais. Alors, n'appuyez pas sur votre tempe. Je ne vais pas me faire de mal. Il est chargé, là. Il est chargé, mais ça craint rien. Il faut appuyer sur la détente, il faut l'armer et puis tirer. Désarmez-le. Personne n'a le droit de m'empêcher de l'avoir. C'est écrit dans notre Constitution. Le mot arme à feu. Il n'y a pas écrit arme à feu, mais arme. Qu'est-ce qu'une arme? Ça peut être une arme nucléaire? Oui, ça pourrait être une arme nucléaire. Vous voudriez avoir des bombes au plutonium à la ferme? On devrait pouvoir avoir ce qu'on veut. Vous voudriez en avoir? J'en veux pas. Mais vous auriez le droit d'en avoir une. Il devrait y avoir des restrictions. Vous croyez donc à certaines restrictions? Il y a quand même des dingues dehors. À Virgin, dans l'Utah, une nouvelle loi oblige tous les résidents à posséder une arme. Kerry McWilliams exhibe fièrement la cible de son examen de tir. Pourtant, cet homme ne la voit pas. Il est aveugle. Kerry est amoureux des armes depuis qu'il a eu son premier M16 à l'adolescence. À vrai dire, je suis plus à l'aise avec les fusils d'assaut. C'est l'endroit rêvé pour élever ses enfants. Notre communauté a tissé des liens très forts. Chacun veille sur son prochain. Des braves gens. Il se trouve qu'on est dans la ville où deux jeunes garçons ont fait de très mauvais choix, qui nous ont valu cette notoriété internationale. À part ça, je ne crois pas que Littleton soit très différente de la plupart des villes de banlieue.
Bonjour Monsieur Edwards, chers administrateurs. J'aimerais vous dire que j'ai trouvé l'endroit rêvé pour notre nouveau siège. South Metro Denver. Vous voyez, pas besoin de ceci. Parce qu'à South Metro Denver, il y a le même taux d'ensoleillement et de précipitation qu'en Californie. C'est incroyable. Il faut que vous voyiez ça. Qu'en pensez-vous, Monsieur Edwards? Nous sommes au sud de Denver, dans une petite ville qui s'appelle Littleton. Et vous avez là une maison typique de classe moyenne de banlieue. Le cambrioleur ou le violeur rôde encore quelque part dans le quartier. Et les citoyens pensent parfois que... Enfin, vous savez, les gens me disent sans cesse... Où est-il au juste ce cambrioleur-là ou ce violeur? Si j'essayais de vous poignarder à travers la grille, oui. Il faudrait que vous soyez tout près. Exact. Et c'est là tout l'intérêt de la chose. Et si j'avais une lance? La pièce sécurisée a été construite au sous-sol. Et voilà une porte très massive, très lourde. Et donc le criminel doit la franchir. Vous avez créé une barrière supplémentaire. À l'âge, c'est jouable. C'est vrai. Je pense à 2-3 choses que Columbine a changées. D'abord, ça a changé notre façon de parler. C'est la première chose. C'est-à-dire? Eh bien, disons que si je dis Columbine, tout le monde sait de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que Columbine... Ça va pas? C'est rien, c'est rien. Qu'y a-t-il? Quelquefois, Columbine me chagrine. Je ne sais pas, ça va aller. Non, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'accablant dans cette espèce de sauvagerie, ce comportement de prédateur, ces meurtres commis au hasard. Le site où nous nous trouvons, ainsi que 2 autres sites où travaillent nos salariés, sont à Littleton ou dans ses environs. Nous avons plus de 5000 salariés sur ces sites, dont un grand nombre vivent à Littleton. La plupart ont des enfants au lycée Columbine. Dans un sens, on peut dire que ce qui s'est passé au lycée Columbine reflète ce qui se passe dans le monde. Ces affiches où on lit « Nous sommes Columbine », c'est ce que ressent Lockheed Martin, le plus gros employeur de la ville, le plus gros fabricant d'armes. Nous sommes Columbine. Je pense que nous incarnons cet esprit. Nous sommes tous membres de cette communauté et il nous incombe d'aider les autres et d'aller vers eux. Il nous dit que personne à Littleton, pas même les cadres de chez Lockheed, ne comprenait pourquoi les lycéens de Columbine avaient recouru à la violence. Comment les enfants peuvent-ils en arriver là? Une des raisons est peut-être la colère qu'ils éprouvent sur certains sujets. Il existe un programme de gestion de la colère et nous avons alloué pour 100 000 $ de subventions aux écoles du comté Jefferson pour introduire ce programme. Nous espérons aider les professeurs et les élèves à trouver d'autres façons de gérer leur colère. Pensez pas que les gosses se sont dit « Après tout, papa va à l'usine tous les jours pour fabriquer des missiles. Ce sont des armes de destruction massive. Quelle différence y a-t-il entre cette destruction massive et celle du lycée Columbine ?» Je ne vois pas bien le rapport, car les missiles dont vous parlez ont été conçus pour nous défendre contre d'éventuels agresseurs. Les sociétés, les pays et les gouvernements se créent un certain nombre d'embêtements. Mais il faut apprendre à gérer les embêtements, la colère et la frustration le mieux possible. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'il faut lui envoyer une bombe ou un missile. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white.
white, the bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Au sud de Littleton, à l'école de l'armée de l'air des États-Unis, est exposé un vrai bombardier B-52. Une plaque proclame avec fierté que cet avion bombarda des Vietnamiens la veille de Noël 1972. Ce fut le bombardement le plus massif de toute la guerre du Vietnam. Tout près se trouve Rocky Flats, la plus grande usine d'armes au plutonium du monde, devenue une immense décharge radioactive. À quelques kilomètres, le NORAD, Centre de surveillance de l'espace nord-américain, contrôle nos missiles nucléaires éparpillés sur le territoire du Colorado. Une fois par mois, Lockheed transporte une de ses fusées pour le compte du Pentagone à travers les rues de Littleton, passant aux abords du lycée Columbine jusqu'à une base aérienne située de l'autre côté de Denver. Les fusées sont transportées en pleine nuit pendant que dorment les enfants de Columbine. « 22 missiles de l'OTAN sont tombés sur le village de Bogutovac, près de Kraljevo. Ces engins de mort ont été lâchés sur le quartier résidentiel du village. Nous nous attaquons à la machine de répression serbe, tout en nous efforçant de minimiser les pertes civiles. L'hôpital et l'école primaire ont été atteints. Nous savons qu'il y a eu une terrible fusillade dans un lycée à Littleton, dans le Colorado. J'espère que les Américains prieront pour les lycéens, les parents et les professeurs. Nous attendons d'en savoir plus pour vous informer plus amplement. You're shitting me. I'm not. A student hit in the spine at Columbine. Okay. We've got another kid on shot in the head. He's shot in the head. Deputy County Sheriff's Office. We have automatic weapons, okay? Yes. All right. You guys send lots and lots of paramedics. So he's still under an attack? Yes, sir. The school is still under attack. We got a couple kids out in the hall that are shot, so they're trying to get to them. And do not let anybody else in until we tell them to. Jefferson County 911. Hi, it's Izzy Povich at NBC News. Yes. We're calling about the school shooting. We're on the air live right now on MSNBC. Yes. Can I, is that something you could just literally, I could patch you through to my control room and you could tell us on the air? Okay, I mean, literally, I can put you through right now. I understand that. Now they said he's gone to the library. He's in the building. Okay, he's gone to the library. He's in the building. Hi, this is Stephanie Phillips from Dateline. How you doing? Good, how are you? Fine, thanks. I love your show. Oh, I'm so glad. Thank you. I watch it every night. Thank you. You're welcome. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes, and the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids.
Heads under the table. I thought I was in hall earlier, but okay, I was on hall duty. I saw a gun. I said, "What's going on out there?" He turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh God. Stay in line with me. Oh God. He's shooting in the library right now. He's firing shots from the library. Firing shots in the library. Our way, do we need to leave? Okay, hold on here. Bridget, tell somebody inside the cafeteria. I'm going to have to try and get out here and call you back. Okay. Call them before trying to find out where I'm supposed to go and put me on hold for a minute. Hi, it's Wendy at CNN still. Oh, hi, Wendy. We're just taking names and numbers right now for the press. Okay. Get back to you? Okay, because Fox has somebody on now. Huh? Fox has somebody from your office. I know. We've talked to a whole bunch of people, and it's just, you can only do so many because we got so many more calls coming in. I got to get to my daughter at Columbine. I've been trying for an hour. I can't get anywhere near there. I got to get some information. Sir? Okay, calm down, okay? Well, I think we're entitled to information as parents on where our children are. We have a lot of units out there right now. Tell me, I can't get anywhere near it. I want to find out how to get in touch with my daughter. How do I get information on my daughter? I don't have any of that information right now. I do. Why in the hell not? Get over now. My son is Eric here, and I'm afraid that he might be involved in the shooting at Columbine High School. Involved how? He's a member of what they're calling the Trench Coat Mafia. Have you spoke with your son today, Mr. Harris? No, I haven't. Have they picked up anybody yet? Or they're still looking for suspects. Your son is with who? What gang? Well, they're calling them the Trench Coat Mafia. I just heard that term on TV. Stay low, because if you try to leave, I don't want you to get shot, okay? Stay very low and quiet. Tell he said stay right, stay low and quiet. Stay right here. Okay? Everybody be very quiet. Quand la fusillade cessa, Eric Harris et Dylan Klebold avaient tué 12 lycéens et un professeur. Plus de 900 balles avaient été tirées, faisant des dizaines de blessés. Les 2 lycéens avaient acheté leurs armes en toute légalité, dans le commerce et au salon de l'armurerie. La plupart des balles provenaient de chez Kmart, un supermarché de Littleton. Dans son journal, Harris parlait aussi de détourner un avion et de s'écraser avec sur New York. Pure fiction, diront certains. Ils finirent par retourner leurs armes contre eux. À la bibliothèque, il a tué tout le monde autour de moi. Il m'a plaqué l'arme sur la tempe et il m'a demandé si on voulait tous mourir. Il y a eu des tirs dans le couloir. Ensuite, on nous a dit de nous cacher sous les tables. Ils sont entrés à la bibliothèque et ils se sont mis à tirer. J'ai hurlé, j'ai pleuré et je l'ai supplié de ne pas me tuer. Alors il a tué une fille d'une balle dans la tête devant moi. Et il a tué un élève noir parce qu'il était noir. Je vous dirai juste ces mots. Si vous la voulez, il faudra me passer sur le corps. 10 jours seulement après la tuerie de Columbine, ignorant les appels d'une communauté en deuil, Charlton Heston fit à Denver un grand meeting en faveur des armes pour la National Rifle Association. Bonjour. Je vous remercie d'être venu et de soutenir votre organisation. Je tiens à saluer le courage qu'il fallait pour venir aujourd'hui. J'ai reçu un message du maire, M. Wellington Webb, maire de Denver. Il m'a envoyé ceci. Ne venez pas ici. Nous ne voulons pas de vous. Je répondrai au maire que ce pays est le nôtre. Les Américains sont libres de se déplacer sur leur vaste terre. Ne venez pas ici, mais nous y sommes déjà. Je suis ici aujourd'hui parce que mon fils Daniel aurait voulu que je vienne. Si mon fils Daniel ne comptait pas au nombre des victimes, il serait ici à mes côtés.
Quelque chose ne tourne pas rond dans ce pays. Quand un enfant peut prendre une arme aussi facilement et tirer une balle dans le visage d'un autre enfant, comme c'est arrivé à mon fils, il y a un problème. Mais le moment est venu, enfin, de prendre conscience qu'un Tech-9 semi-automatique à 30 coups, comme celui qui a tué mon fils, ne sert pas à chasser le cerf. Il n'est d'aucune utilité. Il est temps d'aborder ce problème. Nous avons du travail. Il nous faut apaiser les cœurs, vaincre le mal et unifier notre pays. Il se peut que nous ayons des divergences et nous connaîtrons encore d'indescriptibles tragédies. Mais quand le soleil se couchera sur Denver ce soir, assurons-nous qu'il se couche devant nous, le peuple, en sécurité sur notre terre de la liberté, au pays des braves. Je compte bien y tenir mon rôle. Merci. Ils se sont réunis dans le Colorado, une semaine après la tuerie de Columbine. C'était stupide. C'était leur droit, mais ça sert à quoi? À rendre les gens furieux. Pourquoi faire ça? C'est Matt Stone. Il a grandi à Littleton et garde un bon souvenir de Columbine. Columbine est un lycée pourri au milieu de baraques pourries. Matt et son ami Trey Parker trouvèrent un autre moyen d'exprimer leur rage d'être différents à Littleton. Et plutôt que de faire un carnage, ils créèrent un dessin animé. You see homeless people, but you just don't care. It's a sea of smiles in which we'd be glad to drown. It's Sunday morning in our quiet little white bread redneck mountain town. Columbine est un lycée normal dans une banlieue normale. Oui, terriblement normal. Absolument, horriblement ordinaire. À Littleton, tout est comme ça. Je me souviens qu'en classe de 6e, j'avais un examen de maths pour passer en 5e, avec les honneurs. On me disait, si tu le rates, tu ne seras pas dans les meilleurs, et tu ne seras pas dans les meilleurs en 4e, ni en 3e, ni en seconde, ni en première, et tu mourras pauvre et seul. Vous comprenez? La plupart des lycéens veulent croire à l'école. Mais les profs, les conseillers et les proviseurs n'aident pas. On te pousse à te soumettre et à bûcher en te foutant la trouille. On te dit si tu es nul ici, tu le seras toute ta vie. Eric et Dylan aussi, on les traitait de merde. Ils se disaient, je resterai une merde. Si seulement quelqu'un avait pu leur dire, il y a une vie après le lycée. Ils avaient 1 an et demi à faire. Encore 1 an et tu dégages. Non, ils étaient à quelques semaines du bac. Après, c'est fini. On ne revoit plus jamais ces gens, mais on nous bourre le crâne dès la classe de 6e. Déconne pas, sinon tu mourras pauvre et seul. Tu te dis, je serai une merde toute ma vie. Alors que c'est l'inverse. Les mauvais élèves se démerdent plutôt bien. Les bons élèves restent ici et deviennent agents d'assurance. C'est presque systématique. C'est ce qui arrive. Si on leur avait dit, ils ne l'auraient peut-être pas fait. J'imagine qu'on ne saura jamais pourquoi ils ont fait ça. Mais il y a une chose que les adultes ne devraient jamais oublier, c'est que ça craint d'être ado et que ça craint vraiment d'aller au lycée. Qu'est-ce que tu penses du lycée? J'adore. J'apprends. Je me fais emmerder par des crétins qui me détestent et le proviseur est un connard. D'où vient la violence à l'école? De lui. Et après la tuerie à Columbine, ça craignait vraiment d'être lycéen aux États-Unis. Depuis la tuerie, les écoles du pays appliquent la tolérance zéro et excluent les élèves dont l'attitude est jugée contraire aux règles ou susceptible d'entraîner la violence. Cet élève de CE1 a été exclu pendant 10 jours pour avoir apporté un coupe-ongle considéré comme une arme par l'école. Un élève de cours préparatoire a été exclu pour avoir visé un enseignant avec un blanc de poulet. Le garçon de 8 ans jouait avec un camarade à la cantine quand il a braqué son morceau de poulet vers l'enseignant en disant « Pan-pan ».
Il a pointé son pistolet en papier et il a dit à ses copains qu'il allait les tuer pendant qu'il jouait aux gendarmes et aux voleurs. Si c'est pas un signal d'alarme, c'est quoi? En Virginie, un lycéen a été exclu pendant 1 mois pour avoir teint ses cheveux en bleu. Cet excellent élève pourrait être exclu aujourd'hui. Jeremy Hicks, 17 ans, portait une tenue d'écossais au bal du lycée, composée d'un kilt, d'un béret à plumes et d'un poignard traditionnel, le Skyndu. Ce t-shirt a mené une élève au tribunal. Elle voulait fonder un club anarchiste. C'est comme s'il y avait des bombes à retardement prêtes à exploser partout. Dans au moins 7 États, des étudiants ont été exclus ou arrêtés pour avoir évoqué ou préparé des complots. C'est comme une guérilla. On ne sait pas d'où viendra l'ennemi. Un code vestimentaire strict et bien conçu peut renforcer la sécurité au lycée, qui deviendra un lieu d'apprentissage positif pour tous. Comme le prouve la tenue de ce lycéen, une politique vestimentaire laxiste permet de dissimuler une arme et rend difficile l'identification d'intrus dans le lycée. Un code vestimentaire réduit la présence d'armes, apaise les tensions entre gangs, réduit les manquements à la discipline et améliore l'ambiance au sein de l'école. Le t-shirt doit toujours être rentré dans le pantalon afin de laisser la ceinture visible. Il est interdit de porter des pantalons larges et des couleurs des insignes généralement associés à l'activité des gangs. Cette politique résulte d'une concertation. Ouais, nos enfants faisaient vraiment peur. Ils s'étaient changés en monstres. Mais à qui la faute? Les experts avaient tous une réponse. Le heavy metal, cette sous-culture haineuse. Les parents absents. Les films violents. South Park. Les jeux vidéo. La télé. Les loisirs. Satan. Les dessins animés. La société. Pistolet en plastique. La drogue. Le rocker Marilyn Manson. Marilyn Manson a annulé 5 dates de sa tournée américaine par respect pour les victimes de Littleton. Mais il affirme que les artistes comme lui ne sont pas responsables. C'est sans doute le groupe le plus répugnant jamais produit par une importante maison de disques. Après Columbine, il semblait que la seule explication à la fusillade était que les tueurs écoutaient Marilyn Manson. 2 ans plus tard, Manson était de retour à Denver. Le Oz Festival accueille le rocker Marilyn Manson à Denver demain. Les associations religieuses protestaient, mais je décidai d'aller lui parler en personne. Quand j'étais ado, on s'évadait dans la musique. C'était la seule chose qui ne portait pas de jugement. Un disque ne vous engueule pas sur votre façon de vous habiller. C'est réconfortant. Certains auront l'audace de nous demander si nous pensons que tous les fans de Manson céderont à la violence. La réponse est non. Tous ceux qui voient une pub pour la Lexus en achètent-ils une? Non, mais certains le font. Je comprends parfaitement pourquoi on s'en prend à moi. Parce que c'est facile de me montrer à la télé. Parce que je suis un symbole de la peur. Parce que je représente ce que le monde redoute. Parce que je fais et je dis ce que je veux. Que Manson vienne ici encourager la haine, la violence, le suicide, la mort, l'usage des drogues et le meurtre comme à Columbine, il nous trouvera toujours sur son chemin. Les 2 thèmes soulevés par cette tragédie ont été la violence dans la culture populaire et le contrôle des armes. Et ça tombait à pic que ces 2 sujets ressurgissent juste avant l'élection. On oubliait Monica Lewinsky, on oubliait que le président balançait des bombes à l'étranger. Mais c'est moi qui suis le méchant, parce que je chante du rock'n'roll. Qui a le plus d'influence, le président ou moi? J'aimerais dire que c'est moi, mais c'est le président. Vous savez que c'est le jour de la tuerie que les États-Unis ont largué le plus de bombes au Kosovo? Je le sais, et je trouve invraisemblable qu'on n'ait jamais dit que le président avait pu influencer ce comportement violent. Mais les médias veulent fabriquer de la peur. Ils ne peuvent pas avec ça. Quand vous regardez la télé, les journaux télévisés, on vous gave de peur. Les inondations, le sida, le meurtre. Puis on envoie la publicité. Achetez Acura, achetez Colgate. Si t'as mauvaise haleine, on te parle pas. Si tu as de l'acné, les nanas baissent pas avec toi.
Ce n'est qu'une campagne de peur et de consommation. Je crois que tout est basé sur cette idée. Si on fout la trouille aux gens, ils consommeront. Je crois que tout se résume à cette idée très simple. Si vous parliez aux lycéens de Columbine, vous leur diriez quoi? Je ne dirais rien, j'écouterai ce qu'ils ont à dire, ce que personne n'a fait. Je m'appelle Nicole Schlieve. Moi, c'est Amanda Lamontagne. Vous êtes allé à Columbine? Oui. Vous étiez avec Eric et Dylan en classe? Oui. Le cours de bowling, c'est quoi? C'est un cours facultatif qui compte comme un cours de gym. Et où est la valeur pédagogique? En fait, il n'y en a pas vraiment. Aucune. Je joue quand même mieux qu'avant. Alors, comment étaient Eric et Dylan? Bizarre. Pas très Je les connaissais pas très bien. Pas très causants, toujours entre eux. Ils jouaient bien au bowling? Quand on jouait contre eux, ils faisaient les dingues. Ils jetaient la boule n'importe où. Ouais, n'importe où. Ils jetaient la boule n'importe où, ils se fichaient du jeu. Ah, ils se fichaient du score. Ce qu'ont fait les suspects le matin de la fusillade, on m'a dit qu'ils avaient joué au bowling. Est-ce que Dylan et Eric sont venus jouer ce matin-là, avant d'aller tirer sur les lycéens? Est-ce qu'ils ont jeté la boule n'importe comment? Faut-il y voir un signe? J'imagine que c'était leur cours préféré. Pourquoi est-ce que personne n'a accusé le bowling d'avoir incité Eric et Dylan à commettre leurs méfaits? N'était-ce pas aussi plausible que Marilyn Manson? Après tout, c'est sûrement la dernière chose qu'ils ont faite avant le massacre. Mais j'y pense, on joue aussi beaucoup au bowling dans d'autres pays. Et est-ce qu'on n'écoute pas Marilyn Manson en Allemagne, pays de la sinistre musique gothique? Et est-ce qu'on ne regarde pas les mêmes films violents en France? La plupart des jeux vidéo violents sont japonais. Beaucoup d'Américains croient que c'est la décomposition de la famille qui incite tant de jeunes à recourir à la violence. Je vais fuguer et me suicider. Tu ne peux pas m'obliger à rester. Pourtant, selon les statistiques, les divorces sont plus nombreux en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. C'est officiel, Sarah Ferguson divorce. Les libéraux, eux, soutiennent que la pauvreté aux États-Unis est la cause de toute cette violence. Et pourtant, le taux de chômage au Canada est 2 fois plus élevé qu'ici. On entend aussi souvent que c'est parce que nous avons une histoire et un passé violent. Les cow-boys et les Indiens, le Far West. Une histoire de conquête sanglante. Si tout ça suffit pour écoper d'une société aussi violente que la nôtre, qu'est-ce que vous dites de ça? Malgré cela, combien de gens sont tués par balle chaque année? En Allemagne, 381. En France, 255. Au Canada, 165. Au Royaume-Uni, 68. En Australie, 65. Au Japon, 39. Aux États-Unis, 11 127. Mais cela soulève une question importante. En quoi les Américains sont-ils si différents? Sommes-nous des assassins par nature? Car en Europe, en Australie et d'autres pays du monde libre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de types qui craquent et font des massacres. Ils sont comme nous, il arrive qu'un dingue pète les plombs et commette un massacre. Les supporters anglais sont pas des enfants de cœur. À chaque fois que je nous compare à d'autres pays libres, j'entends ceci. Oh, notre culture est si différente, nous sommes si différents. Et comme vous l'avez dit, ils ont des jeux vidéo et des films violents et une jeunesse sans repère. Eux, comme nous, ne prient pas à l'école. Qu'est-ce qu'on a de si différent? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi?
Je n'en sais rien. À présent, une brève histoire des États-Unis d'Amérique. Salut les enfants, vous êtes prêts? Il était une fois en Europe des gens qu'on appelait pèlerins. Ils avaient peur d'être persécutés. Alors, ils voguèrent vers le Nouveau Monde pour ne plus jamais avoir peur. Oh, comme je suis détendu! Oh, je me sens drôlement bien! Mais dès leur arrivée, ils furent accueillis par des sauvages et à nouveau ils eurent peur. Alors, ils les tuèrent tous. On pourrait penser qu'anéantir un peuple ça calme, pas du tout. Au lieu de ça, ils eurent peur les uns des autres. Alors, ils brûlèrent les sorcières. En 1775, ils commencèrent à tuer les Anglais pour devenir libres. Et ils réussirent, mais ils n'étaient toujours pas tranquilles. Alors, ils passèrent le deuxième amendement qui autorisait les Blancs à détenir une arme. Toi, mon arme, je t'adore. Mon arme, je t'adore. Ce qui nous amène à l'idée ingénieuse de l'esclavage. Il faut savoir, les enfants, qu'à l'époque, les Blancs avaient même peur de bosser. Alors, ils allèrent en Afrique, kidnapper des milliers de Noirs, les ramenèrent et les forcèrent à bosser dur pour rien. Et quand je dis rien, c'est pas... Chez Walmart, je gagne rien. Rien, c'est $0. Que de cheap, pot de balle. C'est comme ça que les États-Unis sont devenus le pays le plus riche du monde. Est-ce que tout ce pognon et ce travail gratos, ça a calmé les Blancs? Sûrement pas. Ils eurent encore plus peur. Parce qu'après 200 ans d'esclavage, il y avait plus de Noirs que de Blancs dans le Sud. La suite est facile à deviner. Les esclaves se rebellèrent et commencèrent à trancher la tête de leur maître. Les Blancs flippaient complètement et disaient « Je veux vivre, ne me tue pas, grand homme noir !» Samuel Colt tomba à pic en 1836 avec son arme qui tirait plusieurs coups sans qu'on ait à la recharger. Les Blancs du Sud hurlèrent. Mais c'était trop tard. Le Nord avait gagné la guerre de sécession et affranchi les esclaves. Ils étaient libres de tuer leur maître. Et eux disaient « Oh non, nous allons mourir !» Les esclaves ne se vengèrent pas. Ils voulaient juste vivre en paix. Mais il n'y avait pas moyen de convaincre les Blancs. Alors, ils créèrent le Ku Klux Klan. Et quand en 1871, le KKK devint une organisation terroriste illégale, un autre groupe fut fondé, la National Rifle Association. Bientôt, le pays passa une loi interdisant aux Noirs de posséder une arme. Super année pour les États-Unis, le KKK et la NRA. Bien sûr, il ne faut y voir aucun lien, c'était un hasard. L'une prônait le port d'armes légal et l'autre lynchait les Noirs. Tout ceci dura jusqu'en 1955, quand une femme noire viola la loi en refusant de s'asseoir au fond du bus. Les Blancs étaient sciés. Pourquoi elle reste là? Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une de ces pagailles. Les Noirs exigeaient des droits et les Blancs balisaient à mort et hurlaient « Sauvez-vous! Sauvez-vous » C'est ce qu'ils firent. Ils s'enfuirent vers les banlieues où tout était blanc, sûr et propre. Ils s'achetèrent 250 millions d'armes, posèrent des verrous et des alarmes chez eux et des grilles dans tout le voisinage. Enfin, ils étaient rassurés dans leur petit nid douillet. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Est-ce bien sûr? Parce que quand on regarde le journal du soir, les États-Unis flanquent plutôt la frousse. Est-il dangereux? Que prépare-t-il? Pourquoi les gens ont-ils peur? Vous vous souvenez du bug de l'an 2000? On nous prédisait l'effondrement de notre société parce qu'un type avait oublié de rentrer 2 chiffres dans un ordinateur. Ça va être le chaos et la confusion. Ce soir, le compte à rebours commence. Dans ce magasin, les clients se préparent au bug de l'an 2000. On s'arrache les piles, les lampes à huile, les groupes électrogènes. Après que le pays eut cédé à la panique, minuit sonna et il ne se passa rien. Et ces abeilles tueuses qui devaient attaquer le pays? Il est presque certain qu'elles arriveront cette année. Les abeilles africanisées envahiront le Texas avant d'atteindre l'Arizona d'ici 2 à 3 ans. Cette abeille tueuse est hyper agressive. Elles vous suivent sur plus d'1 kilomètre. Elles sont jamais venues, ces abeilles. Vous vous souvenez de la lame de rasoir cachée dans une pomme à Halloween? Bientôt, les enfants n'eurent plus le droit d'aller réclamer des bonbons chez des inconnus. Beaucoup de gens ne donneront pas de bonbons à Halloween. C'est trop dangereux et ils ont peur. Vous savez quoi? Il n'y a jamais eu aucune lame de rasoir dans une pomme. En 40 ans, seuls 2 enfants sont morts après avoir mangé des bonbons à Halloween. Tous les 2 ont été empoisonnés par leur famille.
C'était une scène de film d'horreur. Cet homme tondait sa pelouse quand un renard a surgi des bois et a attaqué sa tondeuse. Attention aux produits de régime. Ce que vous ignorez peut vous tuer. Vous en empruntez chaque jour, mais à tout moment, un escalator peut vous mutiler, vous ou l'un de vos proches. Nous vous révélons tous sur ces dangereux escalators. Soyez très prudents, ne vous faites pas remarquer. Ne dansez pas dans la rue avec une bande d'Américains. Restez vraiment très discret. Ne montrez pas que vous êtes Américain. Les médecins affirment qu'un Américain sur 5 souffre de troubles mentaux. Le ministre de la Santé implore les gens de consulter d'urgence. Les médias, les entreprises et les hommes politiques ont si bien réussi à effrayer les Américains qu'ils n'ont même plus besoin de donner la moindre justification. Aujourd'hui, le ministère de la Justice a déclenché une alerte générale. Ceci en réponse à une menace globale que nous avons reçue. Ce n'est pas la première fois que le ministère agit ainsi. J'espère que ce sera la dernière. Les connaissances et scélérats, ça m'étonnerait. J'adore ces grands boulevards. Il y en a peu à Los Angeles. Pourquoi quand je regarde les infos à la télé, j'entends ce soir à South Central, fusillade en voiture, ou ce soir à South Central, telle ou telle chose? Je veux dire, ils ne l'inventent quand même pas. Non, ils choisissent leur sujet. Si vous allumez la télé, regardez les infos. De quoi on vous parle? De noirs dangereux, un noir anonyme accusé d'un crime quelconque. On vous montre des images de noirs qui violent la loi. C'est la routine. Le suspect est un noir d'environ 20 ans. Il aurait une coupe afro et porterait une chaîne en argent. Selon la police, le suspect est un homme noir d'1,80 m, environ 80 kg et d'à peu près 35 ans. Le suspect est un noir entre 16 et 18 ans. Le suspect est africain-américain. Susan Smith noie ses 2 enfants. Elle raconte aux gens qu'un noir a volé la voiture avec les enfants dedans. Au début, tout le monde gobe l'histoire. Un type est monté dans sa voiture arrêtée à un feu rouge et a pris la fuite. Elle dit qu'il est noir. Un homme noir? Oui, madame. Je leur ai crié que je les aimais. C'est une tragédie. L'homme anonyme urbain, généralement noir, devient le bouc émissaire de tout le monde. Charles Stewart, l'avocat de Boston, tue sa femme enceinte. Il accuse un noir. Tout le monde le croit. Le suspect serait un homme noir d'environ 1,80 m. Chuck et Carol Stewart ont été agressés par un homme armé en revenant d'une préparation à l'accouchement. Le cauchemar urbain absolu. Il y a un truc que j'adore dans mon pays, c'est que vous soyez tueur psychopathe ou candidat à la présidence des États-Unis, il y a une chose sur laquelle vous pouvez toujours compter, c'est la peur que l'Amérique blanche a de l'homme noir. On en a entendu parler à la télé et dans la presse. Elles ont tué des gens. Ce sont les abeilles tueuses, connues sous le nom d'abeilles africanisées. Elles me font vraiment peur. Rosemary Shibley ne pensait pas qu'un nid d'abeilles africanisées s'installerait en face de chez elle. Je suis très allergique et mes petits-enfants aussi. Elles viennent d'Afrique. Le docteur Warwick Kerr les introduisit au Brésil en 1956 et les accoupla avec les abeilles européennes, celles qu'on connaît. Mais elles s'échappèrent et s'envolèrent vers les États-Unis. La principale différence entre une abeille traditionnelle et une abeille africanisée est l'agressivité. Si je faisais ça à une ruche africanisée, je serais couvert de piqûres en quelques minutes. Danny Self élève de gentilles abeilles européennes et il s'y connaît. La seule façon de les distinguer, c'est de mesurer leurs membres. Pour être franc, la communauté noire est devenue un spectacle pour les autres. Le spectacle, c'est le crime du jour. Vous savez, plus il y a de sang, mieux ça se vend. Ça fait les gros titres et devient le symbole de toute une communauté. Ce qui, à mon avis, est très éloigné de la réalité.
D'ailleurs, on s'aperçoit que la plupart des Africains-Américains sont contre le fait de posséder une arme. En banlieue, je crois que les gens ont l'impression qu'une horde d'envahisseurs va déferler de la ville ou d'un endroit inconnu pour saccager leur quartier. Je considère cela non seulement comme bizarre, mais totalement dénué de fondement. Ces pistolets, curieusement, n'ont pas été confisqués à des gosses de la ville de Flint, mais à des gamins du comté qui vivent dans les banlieues. Je suis étonné, je croyais que vous alliez me dire que ce sont les jeunes noirs des écoles de la ville qui sont armés. Non. On n'a jamais eu de gros problèmes avec les armes dans la ville. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais si c'est le cas, ce n'est pas notre souci majeur qui reste la possession d'armes par les adolescents de banlieue. Où t'as eu ton arme? Je l'ai volée. À qui? Je l'ai volée à un ami. T'en faisais quoi? Son père en a plein. Et à qui tu les vendais? On allait à Détroit pour les vendre. Je peux vendre un 9 mm pour $150. Et à qui tu les vendais? À tous ceux qui en voulaient. En général des gangs, des trucs comme ça. Des gangs de Détroit, des Noirs? Oui. Essentiellement. Maintenant ça va? Oui, je suis peinard maintenant. Tu vends toujours des armes? Non, je ne peux plus en vendre. Ça devient trop risqué. Tout le monde me connaît. Si des gens veulent des armes ou de la drogue ou de l'alcool, ils viennent chez moi. Et ça craint. Oui, c'est trop d'emmerde. Oui. Ma statistique préférée est la suivante. Tandis que le nombre de meurtres a baissé de 20%, leur couverture médiatique à la télé, et notamment celle des journaux du soir, a augmenté de 600%. Les Américains sont conditionnés par le discours des chaînes de télé, par les infos locales, qui leur font croire que les gens sont plus dangereux qu'ils ne le sont réellement. Par exemple, dans cette ville, la criminalité baisse régulièrement depuis 8 ans, même si la possession d'armes, et notamment d'armes de poing, augmente. Le taux de criminalité ne cesse de baisser. La peur de la criminalité ne cesse d'augmenter. Cela n'a aucun sens. Ça prend un sens quand on entend parler les hommes politiques ou quand on voit les infos à la télé. On est au carrefour des avenues Florence et Normandie. C'était le point le plus chaud des émeutes de Los Angeles. Quand de blancs se baladent dans South Central, ils vont se faire tuer. C'est ce que croient les gens. Le risque qu'il nous arrive un truc est faible, infime. Là-bas, on a un tout autre symbole, le mot Hollywood, écrit sur la colline. Ça signifie tout autre chose que South Central pour les Américains et pour le monde entier. C'est de l'amour. Tu vois pas le panneau Hollywood, là où est-il? Sauf qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas à cause d'un truc certainement plus dangereux. C'est l'air qu'on respire. La pollution qui cache le panneau Hollywood? On respire cet air? C'est bien plus dangereux que les menaces agitées par les médias. En quittant le carrefour de Florence et Normandie, j'ai remarqué que des hélicoptères étaient apparus dans le ciel. Quelques secondes plus tard, les télés arrivaient. Qu'est-ce qui se passe là? J'allais vous le demander. C'est rien du tout. Un policier m'a dit qu'il y a un type armé, je crois. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Il ne se passe rien. J'ai démonté ma caméra. On partait en fait sur un autre sujet. Quel sujet? Un bébé a failli se noyer. Un bébé noyé? Presque. Pourquoi vous faites pas un sujet sur les collines de Hollywood cachées par la pollution? Parlez plutôt de ça ce soir. La pollution, c'est pas mal. Je pourrais en parler. C'est vrai qu'on ne voit rien d'ici. Entre un homme armé et un bébé qui a failli se noyer, vous choisissez quoi? Le flingue. Vous choisissez toujours le flingue? Tout est fini ici. Hein? Pas encore. On dirait. Vous voyez les policiers là-bas? Ils vous donneront tous les détails. Je me demandais, je viens juste d'arriver à Los Angeles. Je réussis pas à avoir le nom de Hollywood depuis l'avenue Normandie. Je le vois pas à cause de la pollution. Vous pourriez pas arrêter quelqu'un pour pollution de l'air? Certainement pas. Personne? Non. Mais comment ça se fait? Non, comment ça se fait, monsieur l'agent? Depuis plus de 10 ans, il existe une émission à la télé américaine qui s'efforce inlassablement de rapprocher les Noirs et les Blancs
dans le but d'apaiser nos peurs et de célébrer nos différences. Cette émission s'appelle Cops. J'ai rendu visite à l'un des anciens producteurs de Cops, qui produit maintenant World's Wildest Police Videos, Monsieur Dick Erland. Je crois que le mot libéral me définit assez bien. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas s'imposer de faire une émission qui expliquerait les causes de la criminalité, plutôt que de montrer des poursuites? Je crois que c'est plus difficile à faire. J'ignore comment on ferait. La colère, ça marche, la haine et la violence aussi. La tolérance, la compréhension, l'envie d'évoluer marche moins bien. Ça fait moins d'audimat. C'est peut-être parce que nous, les gens de la télé, on a tendance à diaboliser les Noirs et les Hispaniques. Et les gens qui voient ça se disent « Je veux pas aider ces gens-là. Je veux rien faire pour eux parce que je les déteste. Ils peuvent me faire du mal. » Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je ne suis pas sûr que nous faisions cela. Je ne suis pas sûr qu'on diabolise les Noirs et les Hispaniques en particulier. Je ne crois pas présenter les Noirs et les Hispaniques comme des criminels. Pas plus que d'autres, même s'ils le sont plus souvent. En tout cas, on n'essaie pas de les diaboliser. Nous les montrons à la télé, aux infos, comme des gens qui font peur. Je suis d'accord. Il faudrait inverser la tendance. Commencez ce soir. Je ne sais pas comment faire, comment raconter cette histoire. Si j'étais assez intelligent... Bon, je vais vous aider. Faites une émission qui, par exemple, au lieu de s'appeler Cops, s'appellerait Cops Brigade Financière. J'adore l'idée, mais ce ne serait pas de la télé-réalité intéressante. À moins que ces types ne sautent dans leur voiture et démarrent en trombe pour chasser par la police. Non, je peux vous dire que l'Américain qui va tous les jours au boulot va adorer voir son patron poursuivi torse nu par un flic, plaqué au sol et frappé. Ça, je vais vous dire, ça va vous faire grimper l'audimat. Si je trouve l'unité de police capable de lutter contre la délinquance financière et de poursuivre les types. On punit le type qui vole un sac à main avec $85 dedans. Il faudrait absolument agir en conséquence quand un type fauche 85 millions à des pauvres gens. Ce jour-là, on sera là pour filmer. Mais malheureusement, quand la police poursuit un type qui a fauché 85 millions de dollars, elle le traite comme un élu municipal. Il arrive d'ailleurs qu'il le soit. Et c'est pas de la télé palpitante. Si on pouvait voir le type enlever sa chemise, balancer son portable sur les flics et sauter par la fenêtre, là, on aurait du sensationnel. Quand on voit de la violence à la télé au Canada, on sait que ça se passe ailleurs. Ici, on sait que ça se passe à côté de chez nous. J'ignore pourquoi, mais c'est très différent. Mais pourquoi ça n'arrive pas au Canada? Pourquoi il n'y a pas 10 000 meurtres par an là-bas? Je ne sais pas, mais ça donne envie de prendre sa retraite là-bas. Ça a l'air d'être l'endroit idéal. J'aimerais comprendre quelle est cette différence, pas vous? C'est ce que j'essaie de faire. Vous êtes censé être où? Au lycée. Au lycée. Ça vous inquiète pas de rien apprendre? Non, c'est surtout moi qui aide les autres en cours. Du coup, je n'ai presque pas besoin de bosser. Et toi, ça t'inquiète pas? J'ai les manuels scolaires. À votre avis, pourquoi y a-t-il tant de meurtres par balle aux États-Unis? J'en sais rien. Les gens doivent se détester. Les Canadiens, eux, se détestent pas? Si, mais on va pas jusqu'à tuer un mec juste pour se venger. Vous faites quoi? Je sais pas, on le taquine, on se moque de lui, on le ridiculise, on lui jette des œufs. Combien de meurtres par balle à Sarnia cette année? Aucun. L'an dernier? Je crois qu'on en a eu un. Et l'année d'avant? Je ne me rappelle pas s'il y en a eu. En disant un en 3 ans? Probablement. C'est très rare dans cette ville. Il n'y a pas de meurtre ici parce qu'il n'y a que 70 000 habitants, et c'est la capitale du baiser. Je me suis donc rendu dans une ville canadienne, 5 fois plus grande que Sarnia.
Windsor, dans l'Ontario, juste en face de Détroit. J'étais sûr qu'il y aurait plus de meurtres à Windsor. Vous avez entendu parler de meurtres par balle à Windsor? Non. Il y a des meurtres ici? Il y en a eu un, mais ça fait très longtemps. Il y a combien de temps? Vous étiez né? Il y a environ 20 ans, il y a eu un meurtre par balle. Et d'ailleurs, ce policier de Windsor me confia que le seul meurtre par balle qu'il y avait eu en 3 ans avait été commis par un type de Détroit avec une arme volée dans le Minnesota. Dans cette agglomération de près de 400 000 habitants, aucun Canadien ne tirait sur d'autres Canadiens. Le moment était venu pour quelques idées reçues sur le Canada. Dans les rues de New York, je demandais à l'Américain moyen ce qu'il pensait de nos voisins du Nord. Les Canadiens regardent moins de films violents que les Américains. Mais c'est faux. Des hordes de jeunes Canadiens raffolent de l'hémoglobine hollywoodienne. Et alors le mec se fait arracher la jambe. Et c'est plein de filles. Et on voit leur décolleté. Et à poil, il y a un moment où elles sont à poil. J'adore ça. Vous avez vu quel film? À l'aube du 6e jour. À l'aube du 6e jour? Oui, c'est ça. Avec Schwarzenegger? C'est ça qui vous a donné envie de venir jouer ici? Ouais. Il y a moins de pauvreté au Canada qu'aux États-Unis. Encore faux. Longtemps, on a eu un fort taux de chômage. Quand le Michigan était à 4%, on était encore à 9%. Ce taux de chômage semblait immuable. Il y a surtout des Blancs au Canada. C'est bizarre. Moi, quand je vais au Canada, je vois des Noirs partout, et des jaunes, et des marrons. 13% de la population n'est pas blanche. Les Canadiens nous ressemblent donc beaucoup, et s'il y a si peu de meurtres, ça doit être parce qu'ils ont très peu d'armes. Quel type d'armes vous avez? Comme je chasse, j'ai des carabines, des fusils et des pistolets. Combien d'armes en tout? Environ 7. 7 armes. Vous avez une arme? J'en ai plusieurs. Combien? Une demi-douzaine. Vous connaissez combien de gens qui possèdent des armes? 2, 3 ou une dizaine? Plus que ça. Cela s'explique par la nature du pays. Le pays est immense. La chasse et la pêche y sont une tradition. Au Canada, il y a environ 30 millions d'habitants, à peu près 10 millions de foyers. Et on estime qu'il y a 7 millions d'armes à feu. Ouh! Le Canada est donc un pays amoureux, collectionneur et dingue des armes à feu. Où est-ce que je peux acheter une arme? On peut acheter une arme n'importe où. Je vois que vous avez un Glock. On peut en trouver au Canada? On peut en trouver dans la plupart des commerces si vous avez un permis. Malgré la loi draconienne sur les armes à feu, regardez ce qu'un citoyen étranger comme moi a pu faire dans un Walmart. Où sont les munitions? Les munitions? C'est là. Qu'est-ce que vous cherchez? Des balles. Parfaitement. J'ai acheté toutes les munitions que je voulais au Canada. Vous prenez les dollars américains? Vous fermez votre porte à clé? Vous avez peur? Non, pas spécialement. Vous fermez votre porte la nuit? Vous fermez pas à clé? Vous avez peur? Pas spécialement. Vous avez déjà été cambriolé? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont forcé la serrure, j'étais absent. Ils ont volé à boire et des cigarettes, c'est tout. C'était sûrement des gosses qui voulaient s'amuser un petit peu. C'est tout ce qu'ils ont pris. Vous avez déjà été victime d'un crime? Oui. Des gens sont entrés chez moi pendant que je dormais et ils ont saccagé ma maison et ils m'ont volé des trucs. Et ça vous a pas donné envie de fermer votre porte la nuit? En bon américain qui s'enferme à triple tour, tout ça me laissait perplexe. Même à Toronto, où vivent plusieurs millions d'habitants, les gens ne fermaient pas leur porte à clé. Pourquoi vous ne fermez pas votre porte, contrairement aux Américains? Vous devez avoir peur de vos voisins. Vous laissez votre porte ouverte la nuit? Où est-ce que vous habitez, à Toronto? Juste à côté. Et vous laissez ouvert? Les Américains croient qu'un verrou empêche les gens d'entrer chez eux. Les Canadiens voient les choses différemment.
Fermer à clé revient à s'emprisonner chez soi. Vous n'avez pas envie de ça? Pas vraiment, non. Non. J'ai décidé de me rendre à l'improviste dans un quartier de Toronto pour voir si cette histoire de verrou était vraie. Désolé, je vérifie. Personne ne ferme à clé? Personne ne ferme sa porte dans cette ville. Vous voulez que je ferme? Vous aimez cette ville? Ouais, beaucoup, oui. Et le t-shirt? Aussi, oui. La porte était grande ouverte. Vous n'avez pas peur? Je devrais? Je sais pas. Non, je ne crois pas. Merci, désolé d'être rentré chez vous. Hein. Merci de ne pas m'avoir tiré dessus. De rien. Pour un Américain comme moi, tout ça semblait un peu étrange. Jusqu'à ce que je voie à la télé le journal qu'ils regardent le soir. Ce sont nos amis, nous les écouterons poliment et attentivement, mais on ne fait pas la guerre sans raison. Soir après soir, on ne gavait pas les Canadiens de peur. Et leurs hommes politiques disaient des trucs bizarres. Il faut qu'il y ait des crèches, que les gens puissent placer leurs parents en maison de retraite, qu'ils aient une assurance maladie pour ne pas se ruiner en soins médicaux. C'est la base d'une bonne société. On ne gagne pas en s'attaquant aux plus faibles. C'était là une idée défendue par certains gouvernements de droite. Ils s'en prennent aux gens sans défense et dans le même temps accordent des avantages fiscaux aux gens qui n'en ont pas besoin. Où vivent les indigents dans cette ville? Les indigents? On dirait que vous n'avez jamais entendu ce mot-là. On n'a pas ce genre de problème ici. Je lui ai demandé s'il pouvait au moins me montrer un quartier pauvre. Eh bien, voilà à quoi ressemble un ghetto au Canada. Est-ce que tous les Canadiens pensent qu'une personne malade doit avoir accès aux soins médicaux? Ouais, absolument. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme, on a tous le droit de vivre. Vous venez des urgences? Oui. Combien ça vous a coûté? Je ne sais pas. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Vous n'avez rien payé? Non. j'ai de la famille aux États-Unis. Ils ont quitté le Canada pour vivre là-bas. C'est très différent. Ils s'effraient plus facilement. Ah oui. Tout à fait. Parce que tout le monde réagit au quart de tour là-bas. Ils ne réfléchissent pas. Leur première réaction, c'est de sortir le fusil et de dire « Vous êtes sur ma propriété ». Enfin, je sais pas, c'est pas pareil ici. Vous vivez où? En Détroit. Vous venez passer la soirée au Canada? Ouais. Les gens sont un peu plus ouverts par ici, plus accueillants. Vous sentez une différence quand vous venez ici? Non, allez, soyez francs. C'est plus facile. La ségrégation est bien plus marquée aux États-Unis. En fait, vous le sentez. Ici, on vous laisse tranquille. C'est ça le Canada. À la télé américaine, on ne parle que de meurtres, de fusillades. Les États-Unis voient tout comme un combat. C'est leur solution à tout. S'il y a un problème dans un autre pays, ils envoient des gens se battre. C'est pourtant le pays le plus puissant du monde. Au Canada, on négocie, on trouve des solutions. Aux USA, on vous tue et on n'en parle plus. Si les armes à feu apportaient la sécurité, l'Amérique serait l'un des pays les plus sûrs du monde. Ce n'est pas le cas, c'est le contraire. J'ai entendu l'appel que la maîtresse a passé au secours. C'était horrible.
Il n'arrêtait pas de demander où est le tireur. Elle criait, il est parti, aidez-moi. La petite Kayla était là? Elle était par terre, oui. Elle était étendue par terre? Ensuite, la police et le SAMU sont arrivés. Quand le SAMU est arrivé, ils ont pris le contrôle de la situation. Ils ont dit, il faut partir. Quand le SAMU et la police arrivent, on ne maîtrise plus rien. Elle était encore en vie ou pas? Elle avait les lèvres bleues. À Flint, ma ville natale, un garçon de 6 ans en classe de CP à l'école Buell avait trouvé un pistolet chez son oncle, qui le gardait pendant que sa mère était expulsée de chez elle. Il l'apporta en classe et tira sur une autre élève de CP, Kayla Rowland, une fillette de 6 ans. La balle lui transperça le corps et elle s'effondra mortellement blessée tandis que sa maîtresse appelait les secours. Personne ne sut pourquoi ce garçon avait tiré sur cette fillette. Comme si Flint n'avait pas subi à cette tragédie ces 20 dernières années, la ville battait maintenant un nouveau record. Le plus jeune meurtrier dans une école des États-Unis. Le matin du drame, il ne fallut que 30 minutes aux hélicoptères et aux camions des télés pour arriver sur les lieux. Laisse ton micro branché, on va vérifier les techniques. On en fait une dans 30 minutes. Vers 19h, une messe du souvenir sera célébrée. Des centaines de personnes sont attendues. Elles viendront pleurer la petite Kayla qui adorait les pizzas et les nounours et qui nous a été enlevée beaucoup trop tôt. Bonjour Christine. Les pompes funèbres distribuent des milliers de ces rubans roses en soutien à la famille de la fillette. Ce jour sera et est déjà rempli d'émotions, en souvenir de la petite Kayla. Jeff Rosen pour Fox 2. Beau boulot. Oui Michel, nous avons des problèmes techniques, ok? Viens pas me dire ça à moi, appelle la régie. Faut que j'aille chez le coiffeur. On y va. Certains sont trop choqués pour en parler. Une messe du souvenir est prévue ce soir à 19h. En direct de Flint, dans le Michigan, Jeff Rosen pour Q13. Merci. Merci. Tu veux de la laque? J'en ai besoin, non? Oui, plutôt. J'en ai, mais j'ai pas le temps d'en mettre. Cet homme a prié pour Kayla et puis il a lâché un ballon. C'est bien, nous avons la photo couleur, pastel en noir et blanc. Des tas de médias ont couvert Columbine. Vous savez, certaines chaînes vont hélas de tragédie en tragédie. Et je plains les journalistes qui ne voient que ça, des tragédies. On tente d'envoyer des images pour les infos de 5 et 6 heures. Aujourd'hui, on alimente CNN et Fox. Les chaînes nationales n'étaient jamais venues dans cette école primaire, ni dans le secteur de Beach où elle est située, ni même dans cette partie de Flint. Et combien de reporters prirent la peine d'y aller, une fois sur place? S'ils s'étaient aventurés à quelques pas de l'école et du funérarium, ils auraient pu voir une autre tragédie, qui peut-être pouvait expliquer en partie pourquoi Kayla était morte. Depuis plus de 20 ans, cette région sinistrée abritant la plus grande entreprise au monde avait été détruite dans l'indifférence générale. Avec 87% des jeunes vivant au-dessous du seuil de pauvreté, Buell, Beecher et Flint ne cadraient pas avec le scénario classique véhiculé par les médias du pays. Celui des États-Unis et de leur économie invincible. La première cause de mortalité dans cette partie de Flint était le meurtre. Le terrain de foot était parrainé par une entreprise de pompes funèbres. Les jeunes ont gagné 13 championnats d'athlétisme de l'État sans qu'aucune compétition n'ait lieu chez eux, car la piste du stade n'était qu'un chemin boueux. Il y a des années, des gens ont donné à ces rues les noms des grandes universités de l'Est du pays, comme s'ils rêvaient de jours meilleurs et espéraient une vie plus belle.
Les enfants vont bien, les enseignants et le personnel aussi. Mais nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas. Je ne veux plus que ça se reproduise. Je sais. Moi non plus, j'ai pas envie que ça se reproduise. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I'm sorry. That's all right. From my cold dead Il faudra me passer sur le corps. Comme il l'avait fait après la tuerie à Columbine, Charlton Heston tint à Flint un grand meeting en faveur des armes. La liberté n'a jamais été autant en péril. Elle n'a jamais eu autant besoin que vous la défendiez. Avant sa venue, Charlton Heston fut interviewé à propos de la mort de Kayla. Et même son site web en parla. On voulait que la NRA sache qu'on n'oublie pas Kayla Roland. Comment osent-ils venir ici? Ils nous narguent. Je suis choquée qu'ils soient venus ici. Un journaliste demanda à Charlton Heston ce qu'il venait faire à Flint aussitôt après la tragédie de Buell. Est-ce que la NRA pensait des enfants de 6 ans qui utilisaient des armes? Nous dépensons 21 millions de dollars par an. Nous faisons de la prévention auprès des jeunes enfants. On leur dit, si tu vois une arme, n'y touche pas. Quitte la pièce, appelle un adulte. Et Moïse est venu en personne. Ici à Flint? Oui, à Flint. Y avait-il des gens qui voulaient que vous jugiez cet enfant comme un adulte? Oh oui. Des gens de tous les États-Unis m'ont écrit, téléphoné, envoyé des mails. Et ce qui m'a le plus stupéfié, ce sont ces groupes affiliés à la NRA. Des gens que j'appelle, vous voyez, des fous de la gâchette. Disaient que c'était horrible de ma part de mettre en garde les gens de ce pays sur les dangers d'avoir des armes chez soi. Ils voulaient voir le gamin pendu au bout d'une corde. Il y avait derrière tout ça tant de racisme, de haine, de colère. C'était vraiment moche. C'est un dessin du petit garçon qui a tiré à Buell. Il a été amené dans mes locaux une quinzaine de minutes après le drame. Je lui ai donné des crayons pour qu'il s'occupe un peu. Et il m'a fait ce dessin. Au-dessus de mon bureau, j'avais des dessins de mes enfants, alors il a voulu m'en faire un aussi, pour que je l'affiche. C'est son dessin? Il a expliqué ce que c'était? C'est lui et sa maison. C'est lui et sa maison, là. Pourquoi vous avez gardé le dessin? À cause de la gravité de ce qui s'est passé. Et il m'a demandé de l'accrocher derrière mon bureau. Alors je l'ai encadré et je le garde ici. Tamarla Owens était la mère du garçon de 6 ans. Pour pouvoir nourrir et faire soigner ses enfants, Tamarla était obligée de participer au programme Aide sociale contre travail. Ce programme parvint à exclure tant de pauvres de l'aide sociale que son fondateur, Gerald Miller, fut ensuite embauché par l'entreprise la plus sollicitée par les États de ce pays pour privatiser leur système d'aide sociale. Cette entreprise, c'est Lockheed Martin. La fin de la guerre froide ayant privé le pays d'ennemis, Lockheed avait trouvé le moyen de se diversifier et d'exploiter la peur des gens grâce à un ennemi plus proche d'eux, les mères noires et pauvres, comme Tamarla Owens. Une mère élève seule ses enfants et voyage 1h30 pour aller à son travail. Et 1h30 pour rentrer le soir. En quoi cela aide la communauté? L'État du Michigan veut responsabiliser les parents. Aide sociale contre travail. Ce programme devrait être supprimé car il n'a aucune vertu. Il ne fait qu'aggraver le problème. Vraiment? Vous êtes le shérif et vous dites ça? Oui. L'idéal serait 2 parents par foyer également responsables, mais c'est impossible. Ça ne sert à rien de forcer la mère à travailler loin pour un salaire de 5,50 $ de l'heure. Voici le bus qu'elle était forcée de prendre tous les jours, en contrepartie de l'allocation de l'État. Comme de nombreux autres pauvres de Flint, elle faisait 120 km aller et retour pour travailler dans le comté d'Oakland, l'une des régions les plus riches du pays.
Tamarla partait tôt le matin, rentrait tard le soir et voyait rarement ses jeunes enfants. À quoi ça sert de faire ça? Quel avantage en tire l'État, Flint et le comté? Pour le moment, un enfant est mort. Et je crois qu'une des causes du problème, c'est d'avoir éloigné une mère. Si quiconque vient me raconter que cela profite à la communauté, je serai très sceptique. Depuis quand vous prenez ce car? Ça fait à peu près 3 ans. J'ai un frère qui bosse là-bas, comme la moitié de mon quartier. À peu près tous les gens que je connais bossent dans le centre commercial. À Flint, pour le même boulot, on gagne le salaire minimum. Je fais 60 km pour gagner 3 ou 4 $ de plus de l'heure. Vous gagnez combien? Je gagne 8,50 $ de l'heure. Vous en sortez? Non. Vous connaissiez Tamarla Owens? La mère du garçon qui a tué la petite fille. Je crois qu'elle prenait ce car. Je la connaissais juste un peu. Elle était gentille? Oui, elle était bien. Elle venait travailler tous les jours. Elle faisait son boulot. En fait, elle en avait 2 alors. Oui, pour tenter de joindre les 2 bouts. C'est dans ce grill appartenant à Dirk Clark que Tamarla occupait l'un de ses 2 emplois. Elle travaillait chez nous, elle était au bar, elle préparait les boissons, les milkshakes, les desserts. C'était une bonne employée? Oui. Elle travaillait aussi à la pâtisserie du centre commercial. Dirk Clark est une légende aux États-Unis. Il a fait entrer le rock'n'roll dans les foyers américains avec son émission American Bandstand. Chaque moment d'une vie peut être associé à une chanson. Dick aime à dire que la musique est la bande originale de notre vie. Son restaurant et la pâtisserie du centre commercial d'Auburn Hills bénéficient d'avantages fiscaux parce qu'ils emploient des travailleurs du programme d'aide sociale. Bien que Tamarla travaillait jusqu'à 70 heures par semaine, cumulées sur ses 2 emplois, elle ne gagnait pas assez d'argent pour payer son loyer. Et une semaine avant le drame, son propriétaire lui envoya un avis d'expulsion. Ne sachant où aller, ne voulant pas que ses enfants manquent l'école, Tamarla demanda à son frère s'il pouvait les héberger quelques semaines. C'est chez lui que le fils de Tamarla trouva un pistolet de calibre 32 et l'apporta en classe. Tamarla ne le vit pas s'en aller avec l'arme à l'école, car elle avait pris le car pour aller servir des boissons et des desserts aux riches. Je décidai d'aller en Californie, demander à Dirk Clark s'il trouvait juste que des mères célibataires et pauvres soient forcées d'avoir 2 emplois sous-payés pour survivre. Je tourne un documentaire sur les fusillades dans les écoles. Dans ma ville natale de Flint, dans le Michigan, que vous connaissez, un garçon de 6 ans a tué une fillette. Mais monte, Dave. Ça s'est passé en classe. Attention votre bras, là. Désolé, on est pressé. La mère du petit garçon qui a tiré travaille dans votre restaurant, dans le comté d'Oakland. Ah, laisse tomber. C'est un programme d'aide sociale contre le travail. Ces gens sont obligés... Allez, au revoir. Il faut que vous m'aidiez à convaincre le gouverneur du Michigan. C'est un programme d'aide sociale. On oblige ces femmes à travailler. Elles ont des enfants à la maison. Dans l'Amérique de George Bush, les pauvres n'étaient pas une priorité. Après le 11 septembre 2001, la résolution des problèmes sociaux céda la place à la peur, la panique et un ensemble de nouvelles priorités. Un des moyens d'exprimer notre unité est que le Congrès place le budget de l'armée et la défense des États-Unis en tête des priorités, en finançant intégralement ma requête. On vend des combinaisons antichimiques et des tas de masques à gaz. J'en cherche un pour moi et mon chien. Dennis Marks et sa femme ont fait des stocks. D'armes, de munitions. Depuis le 11 septembre, les ventes d'armes ont grimpé de 70%, celles de munitions de 140%. À Dallas, on tire déjà sur Ben Laden. Après l'attentat du 11 septembre, les Américains furent paralysés par la peur. On ne savait pas si on serait tué par ces scélérats ou par un dingue qui tenterait de mettre feu à sa chaussure. Les menaces semblaient bien réelles. C'est peut-être un peu parano, mais on sait jamais. Je veux protéger ma famille.
nos peurs permirent à beaucoup de gens d'engranger des bénéfices. Mike Blake annonce une hausse des ventes de 30% chez ADT Sécurité. Ses clients sont encore choqués par l'attentat du 11 septembre. Ces choses nous effraient, car des tas de gens s'enrichissent et bâtissent leur carrière sur la peur. Ils ont donc un intérêt direct à nous maintenir dans un état de peur. Et le meilleur remède contre des terroristes armés de cutters n'est-il pas une commande massive à Lockheed? Oui, tout le monde était rassuré, surtout en voyant nos soldats jouer les éboueurs sur Park Avenue. Et le gros avantage d'un peuple terrorisé, c'est que les hommes d'affaires et les dirigeants peuvent se permettre presque n'importe quoi. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui s'est autant servi que l'administration Bush avec Enron. Il y avait des tas de choses que j'ignorais après l'attentat du World Trade Center. Mais une chose était sûre. Que ce soit avant ou après le 11 septembre, des gens pris d'une peur aussi incontrôlable ne devraient pas avoir d'armes à feu sous la main. J'ai été blessé par un Tech 9. 9 mm? Oui, c'était... Je crois que c'était censé être semi-automatique, mais ça m'a paru tout à fait automatique, autant que je me souvienne. C'est Richard Castaldo. Et lui, c'est Mark Taylor. Ils ont été blessés lors de la fusillade à Columbine. Richard, paralysé à vie, est cloué dans un fauteuil roulant. Mark remarche à peine après de nombreuses opérations. Les enfants de Columbine ont payé le prix fort. Nous avons payé le prix fort pour toute la nation. Mark et Richard ont été mutilés par les balles à 17 cents de chez Kmart, qui sont restées dans leur corps. Tandis qu'ils me montraient les points d'entrée des balles, je pensais à un moyen de réduire le nombre d'armes et de balles en circulation. Je leur proposais d'aller chez Kmart pour apporter la marchandise. Prêt? Ouais. On y va? Est-ce que vous pouvez arrêter de filmer là? Nous venons voir M. Conaway, le président. Je vais demander l'autorisation. Hein. Vous arrêtez là. Ah bon, d'accord. Arrête ta caméra. Je m'appelle Marie-Laurence, chargée de relations publiques. Que puis-je pour vous? Je vous présente Richard Castaldo et voici Mark Taylor. Ce sont des lycéens du lycée Columbine. Ils ont été blessés dans la tuerie avec des balles de chez Kmart. Vous avez fait un long voyage. Je me disais que puisque vous avez arrêté de vendre des armes de poing, il serait logique d'arrêter aussi de vendre des balles. Nous vous demandons d'arrêter de vendre des balles de 9 mm dans vos magasins. Vous connaissez probablement Kmart. J'espère que vous faites partie de notre clientèle. Kmart ne vend que des armes de tir sportifs et des accessoires de chasse. Nous transmettrons votre message à notre président, Chuck Conaway. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est absent cette semaine. Il n'est pas là de la semaine. Savez-vous s'il y a une limite au nombre de balles qu'on peut acheter? Je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas moi qui distribue les produits dans nos magasins. C'est impossible. Je peux obtenir des réponses à vos questions si vous voulez me laisser votre carte. Je vais être direct. On ne peut pas laisser notre carte et revenir parce que Mark a encore une balle de chez Kmart à 2,5 cm de la horte, c'est ça? Entre la horte et la colonne. Je suis contente de voir que vous êtes debout. Je leur ai dit qu'il y aurait quelqu'un pour les écouter et prendre leurs demandes au sérieux. Pas quelqu'un des relations publiques, un responsable qui peut répondre aux questions qui se posent. Kmart compatit, mais dans l'immédiat, je ne peux rien. Je dois m'informer. Je vais aller voir s'il y a un responsable des achats.
Marie remonta dans son bureau et 2 heures plus tard, elle revint avec ce type dont le boulot consiste à acheter des balles pour Kmart. Vous devriez éviter les ennuis. Nous, on n'a rien à se reprocher. Mark leur montra ses blessures. Voilà les trous faits par les balles, par vos balles. Les balles de chez Kmart sont entrées là. Bon, au revoir. Quelqu'un d'autre va descendre? Est-ce que quelqu'un va descendre? Je vais voir. On attendit encore quelques heures, mais personne ne vint. En partant, Mark eut une idée. Il suggéra d'aller dans le Kmart le plus proche pour acheter toutes les balles. Prends tout ce que tu peux. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des 357? Je les prends toutes. Alors toi, tu as 17 ans? Mark dévalisa leur stock de munitions. Et le lendemain, on décida de retourner au siège de Kmart avec toutes les balles. Mais cette fois-ci, on avait la presse avec nous. Et maintenant, la suite des informations du Sud-Est Michigan. À 18h, un reportage vous mettra en garde contre les serpents. On parlera d'une mère mordue par un serpent à sonnette. Les lycéens du massacre de Columbine sont là. Ils sont furieux contre Kmart. On vient voir Chuck Conaway, le président de Kmart. Ça va? Ravi de vous revoir. Voici les balles de 9 mm. Ce sont les mêmes balles que Richard et Mark ont dans le corps. Rangez-les, moi j'y touche pas. Sortez tous, je vais faire venir quelqu'un, soyez gentils, ne bloquez pas la porte. On sort et quelqu'un va venir? Je suis Laurie McTavish, chargée de la communication de Kmart. Je suis heureuse de faire cette déclaration. Ce qui est arrivé à Columbine est tragique. Cela a ému toute l'Amérique. Et nous sommes navrés du préjudice causé à ce jeune homme. Kmart va progressivement retirer ses munitions de la vente. Nous prévoyons que le retrait total sera achevé sur le territoire américain dans les 90 jours. Hier, les représentants de Kmart ont rencontré M. Moore et les lycéens de Columbine. Ils ont exprimé leurs craintes au sujet des produits de Kmart. Kmart s'est engagé à la fin de l'entrevue à leur donner une réponse dans un délai d'une semaine. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de vous engager à ne plus vendre de munitions, d'armes de poing dans vos magasins. Et ceci sous 90 jours. Dans 90 jours... Le processus sera achevé sous 90 jours. Vous ne vendrez plus de munitions pour les armes de poing ou les fusils d'assaut. Nous ne vendrons plus de munitions dans 90 jours. Merci. Nous sommes reconnaissants, merci beaucoup, c'est vraiment bien. Je n'en reviens pas. Ça, je m'y attendais vraiment pas. C'est remarquable. Remarquable. Ouais, comme je te l'ai dit. Tu y croyais? Il ne reste plus qu'à aller à l'aéroport. Les lycéens de Columbine avaient remporté une victoire écrasante sur Kmart. Et cela m'encouragea à faire une chose que je devais absolument faire. Tout ce qu'il me fallait, c'était un plan des maisons de stars. Monsieur Heston? Oui. C'est Michael Moore. Oui. Le réalisateur. Oui, bien sûr. Oui, comment allez-vous? Bien, merci. J'aurais souhaité vous parler. Nous tournons un documentaire sur la question des armes à feu. Je suis membre de la NRA. J'aurais aimé discuter avec vous. Attendez, je prends mon agenda. Je peux peut-être vous voir demain. Aujourd'hui, j'ai du monde. Non, comment est-ce que je... Vous dites? Restez en ligne. D'accord, merci. Je peux vous recevoir demain matin. C'est jeudi, je crois. Disons 8h30. 8h30 demain matin. Viens ici. Bien sûr. Ouais, c'est d'accord, parfait. Hi, it's Michael Moore here to see Charlton Heston.
Hi. Good morning. How are you? Thank you very much for... Merci d'accepter de me recevoir. Il m'a emmené dans le pavillon de sa piscine pour que nous puissions y bavarder tranquillement. Je lui ai dit que j'étais membre à vie de la NRA et je lui ai montré ma carte. Je vous félicite. Vous avez des armes ici? Tout à fait. Les voyous sont prévenus. C'est pour votre protection? Oui. Avez-vous déjà été victime d'un crime? Non. Vous n'avez jamais été agressé? Aucune violence? Non. Mais vous avez des armes? Chargées. Elles sont chargées. Si on a une arme pour se défendre, mieux vaut qu'elle soit chargée. Avez-vous besoin de vous défendre? Non. Vous n'avez jamais été victime d'un crime, jamais été agressé? Non. Non, c'est vrai. Alors, pourquoi ne pas décharger vos armes? Parce que le deuxième amendement m'autorise à l'avoir chargé. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je veux dire, cet amendement donne plein de droits. C'est un facteur de confort, vous comprenez? Ça vous réconforte d'avoir une arme chargée? Oui. Ça vous permet d'être détendu, de vous sortir en sécurité? De ne pas y penser. De ne pas y penser, de ne pas avoir peur. Je n'ai pas vraiment peur. Je fais juste valoir l'un des droits transmis par les hommes blancs qui ont inventé ce pays. Ce qui était bon pour eux l'est pour moi. On peut faire valoir ce droit en ayant une arme déchargée, non? Je sais, mais c'est mon choix. Ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que dans les autres pays où le taux de mortalité par arme à feu est bien plus bas que chez nous, on dit que c'est parce qu'ils ne sont pas armés, comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Mais nous sommes allés au Canada où il y a 7 millions d'armes pour 10 millions de foyers. Ça ne durera pas. Non, laissez-moi finir. Le Canada est un pays de chasseurs, il y a des millions d'armes à feu et il y a juste eu quelques meurtres l'an dernier. Ils sont 30 millions, d'où ma question. Comment se fait-il qu'ils soient tous armés et qu'ils ne s'entretuent pas autant que nous? Je crois que l'histoire des États-Unis a beaucoup de sang sur les mains. Et pas à l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Non, pas autant, je crois. Les Allemands n'ont pas été sanguinaires? Si, c'est vrai. Les Anglais ont dominé le monde par la force pendant 300 ans. Ils sont violents. Et il y a des voyous. La criminalité existe. Ils ont des armes à profusion. C'est un point intéressant qui mérite un réexamen. Et vous avez toute l'aptitude pour le faire. Mais je crois que je n'ai rien à ajouter. Vous n'avez pas la moindre idée de la raison pour laquelle nous sommes le seul pays à nous entretuer ainsi. Nous avons certainement un plus grand métissage ethnique que certains autres pays. Selon vous, c'est ethnique? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. On a eu assez d'ennuis avec les droits civiques au début. Je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que vous entendez par métissage ethnique? Je ne comprends pas. Vous demandez pourquoi les Américains s'entretuent. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais vous le savez, notre pays a le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé. Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons une histoire plus violente que la plupart des pays. Pas plus que la Russie ou le Japon. Pas plus que l'Allemagne? Pas plus que l'Allemagne, mais assurément plus que le Canada. Je viens de Flint, dans le Michigan. L'an dernier, un garçon de 6 ans a apporté un pistolet en classe et a tué une petite fille de 6 ans. Une véritable tragédie. Vous en avez entendu parler? C'était des enfants. Un tueur de 6 ans. Oui. Oui. Voici ma question. Juste après cette tragédie, vous êtes venu à Flint et vous avez tenu un grand meeting. Le vice-président aussi est venu. Avez-vous pensé que c'était un manque de tact envers une ville endeuillée? Je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé. Nous sommes arrivés le matin, juste avant le meeting.
puis nous sommes repartis. Vous n'étiez pas au courant de ce qui s'était passé. Si vous l'aviez su, vous n'y seriez pas allé? Est-ce que j'aurais annulé? Je ne sais pas. De toute façon, ce meeting n'était pas prévu. Le choix d'aller dans cette ville a été fait après la tragédie. Si vous l'aviez su, vous y seriez allé? Je l'ignore. Je n'ai aucune idée. Peut-être pas. Aimeriez-vous demander pardon aux gens de Flint pour avoir fait ça à l'époque? Vous voulez que moi, je demande pardon aux gens de Flint? Ou aux gens de Columbine d'être venus après la tragédie? Pourquoi allez-vous dans les villes où se produisent ces tueries? Pourtant, j'appartiens à votre organisation. Je crains que nous soyons en désaccord sur ce sujet. Vous trouvez que c'est bien de venir dans ces moments-là? Vous trouvez pas ça bien? Hein? Monsieur Heston, une dernière chose. C'est elle. Ou plutôt, c'était elle. C'est elle. Monsieur Heston, ne partez pas, s'il vous plaît. Regardez-la. C'est la petite fille. J'ai quitté la propriété de Charlton Heston à Beverly Hills et je suis retourné à la réalité. Celle d'une Amérique qui vivait et respirait dans la peur. Imaginez quelqu'un qui entre chez vous par effraction pour s'en prendre à votre famille. Comment est-ce que vous l'imaginez? Ça pourrait être vous, elle, lui ou le caméraman. Il pourrait y avoir une arme cachée dans la caméra. Où les ventes d'armes battaient des records historiques. On peut tirer aussi vite qu'avec un semi-automatique. Et où, au bout du compte, on en revenait au bowling et à Columbine. 3 employés ont été tués par balle au bowling de Littleton. Je ne sais pas grand-chose. Je veux dire, je sais vraiment rien. Juste qu'il y a eu 3 morts à Littleton. Oui. Dans un bowling. Bonne journée. Oui. C'était vraiment une époque glorieuse pour être américain.